Bonjour à chacun et chacune. Merci de nous avoir rejoints, de nous avoir d'ailleurs rejoints même en nombre important. Je pense que ce cycle est un cycle qui était en partie attendu, d'où votre présence aujourd'hui. Les instances bassins sont présentes sur l'ensemble de la Wallonie et de Bruxelles. Il y a 10 instances bassins. C'est une instance qui a été créée par un accord conjoint entre les gouvernements de Bruxelles, de Wallonie et de la communauté française. Cela permet notamment de pouvoir anticiper les besoins en formation et ce, notamment en rapport avec évidemment le marché de l'emploi. Ces bassins sont pilotés par les interlocuteurs sociaux, par le monde de l'enseignement principalement qualifiant, par également les acteurs de la formation et de l'insertion socio-professionnelle. Ce fut une grande avancée il y a maintenant 6 ans environ quand ces instances ont été mises en place, puisque tout ce petit monde finalement vivait, pour prendre un vocabulaire d'aujourd'hui, dans son cluster, l'enseignement dans son coin, les formateurs d'un autre au niveau de l'insertion socio-professionnelle, les partenaires sociaux ou interlocuteurs sociaux étaient dans leur coin à discuter des problématiques à résoudre sans qu'il n'y ait effectivement aucun lien ou très peu de lien entre les différents acteurs. D'où d'ailleurs souvent des procès d'intention par méconnaissance du travail de l'autre, des autres, de leurs difficultés, mais aussi des opportunités qui sont ouvertes par les collaborations. Je citerai pour les instances bassins 4 grandes missions qui sont là pour, je vais dire, guider le travail des bassins. Tout d'abord, un travail d'orientation de l'offre de formation et d'enseignement par des rapports analytiques et prospectifs et des déclinaisons en règle générale sectorielles très pointues. Il est proposé à chacun des interlocuteurs, à chacune des instances de l'enseignement ou de la formation de pouvoir s'adapter. Il y a un lien, bien évidemment, dans chaque bassin avec le marché de l'emploi, les opportunités, les défis en matière de métiers dits en pénurie ou en tension. Et cela doit permettre de guider, je vais dire, les choix de tout un chacun. Deuxième grande mission, c'est l'émergence de projets. Ces projets sont souvent innovants. Innovants parce que nous travaillons ensemble, parce que nous arrivons à dépasser nos limites en tant que telles. Et donc, en la matière, on a pu travailler chaque équipe dans chaque bassin au niveau des secteurs spécifiques, des métiers spécifiques, de l'aide à l'orientation et la sensibilisation aux métiers en pénurie et à l'évolution qui se présente pour demain. Nous avons une attention particulière pour les publics peu qualifiés. On sait qu'il y a un travail important d'accompagnement à réaliser en pleine confiance entre le public de formateurs et le public, je vais dire, qui peut bénéficier de ces formations. Il y a des soutiens vers des promotions, voire des créations de filières. Et bien évidemment, même si nous en connaissons tous la difficulté, il y a toute la promotion et le développement souhaité, en tout cas, de la formation en alternance. Tout ce travail est un travail par bassin, par région, au niveau commun. Ce travail en commun permet bien souvent un gain d'énergie et souvent maintenant une meilleure efficience. En quelques années, nous sommes partis de 10 bassins qui avaient chacun leur vie vers des travaux en commun, des mises en commun de projets, et ce webinaire notamment en fait partie. Troisième grande mission des bassins, c'est l'animation territoriale. Depuis plus de 10 à 15 ans déjà maintenant, et bien avant même que les bassins ne soient institués, via les comités subrégionaux de l'emploi,
l'animation territoriale était, je vais dire, déjà en place. Et cette animation territoriale permettait de mettre en pleine confiance les acteurs de la formation ensemble pour pouvoir dégager des diagnostics, pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir répondre à des défis particuliers, à chercher des pédagogies nouvelles. Cette animation territoriale s'est concrétisée bien souvent par des plateformes qui regroupaient et qui regroupent encore aujourd'hui ces acteurs de la formation et de l'enseignement. Dernier élément, ce sont les remises d'avis qui sont en règle générale des remises d'avis organisées par décret. Et donc, les crédits d'adaptation, notamment, font l'objet de ces remises d'avis. Au niveau des bassins, ce qui, à mon sens, est l'élément majeur au-delà de la mise en commun, c'est surtout que cette mise en commun se fait sur base d'une confiance réciproque entre tous les acteurs, qu'il n'y a pas de recherche de leadership, il n'y a pas de volonté d'être, je vais dire, celui ou celle en termes d'institution qui va ressortir du lot. C'est bien souvent la volonté créatrice qui prédomine, et cette volonté créatrice, elle est collective. Alors, pourquoi cette série de webinaires qui a été initiée par la coordination de nos bassins? Ben, c'est clair, nous venons de passer une période qui a quand même très fort bousculé nos habitudes, nous a interpellés sur nous-mêmes, nous a interpellés sur nos pédagogies, nous a interpellés sur les publics que nous voyons plus, d'autres que nous voyons moins. Et donc, il faut pouvoir rebondir sur ces éléments pour que la période que nous vivons encore aujourd'hui ne soit pas une période à risque, mais plutôt une période à opportunité. Le premier élément, bien évidemment, la difficulté de se réunir en nombre, de se réunir même tout en respectant les mesures de sécurité sanitaire. C'est un premier handicap à devoir dépasser. D'un autre côté, et en lien toujours avec cette philosophie de transversalité, eh bien finalement, les questions qui se posent ne sont pas des questions typiques à un bassin ou à l'autre. C'est bien l'ensemble de la Wallonie et de Bruxelles qui est confronté à ce même questionnement, d'où la volonté par ce webinaire d'avoir une transversalité au-delà de nos territoires respectifs et de pouvoir avoir une vision commune. Cette vision, elle commencera par un diagnostic, elle commencera par des questions et ensuite il y aura bien évidemment derrière cela la création de réponses. Voilà pourquoi nous avons ce webinaire. Il est programmé sur 4 séances qui vont s'étaler d'aujourd'hui jusqu'au mois de décembre. Nous abordons bien évidemment aujourd'hui la fracture numérique, vous le savez bien puisque vous êtes ici en présence numérique. Le deuxième thème sera l'accroche des publics et la posture de l'accompagnateur. Ce sera pour le 23 octobre. La troisième séance concernera les bonnes pratiques et les nouvelles pédagogies en novembre de cette année et nous terminerons en décembre sur les perspectives d'emploi pour les publics peu qualifiés et donc à chaque fois un autre bassin ou un bassin en particulier est en charge de la programmation, de la préparation. Aujourd'hui c'est le Luxembourg, mais nous voyagerons sur l'ensemble des territoires en tant que tel. Vous avez vu que le public que nous voulons privilégier dans le questionnement, en tout cas, c'est ce public qui est bien souvent en décrochage. Décrochage, nous pourrions déjà avoir un débat sur le fait de la responsabilité de ce décrochage, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a un risque majeur aujourd'hui, et on l'a vu déjà globalement dans la société, que cette crise du Covid engendre des inégalités sociales encore plus grandes qu'elles ne l'étaient avant le démarrage de cette pandémie. Il nous faut donc répondre à ce défi. J'espère que nous pourrons le faire ensemble et je vous souhaite une bonne séance de travail, un bon partage et surtout
une bonne créativité pour la suite. L'analyse que je vais faire, que je vais vous présenter, c'est en fait celle que nous avons réalisée il y a maintenant un an environ pour ce qu'on appelle le baromètre de maturité numérique des citoyens wallons. Vous savez peut-être qu'effectivement l'agence du numérique qui a été créée il y a maintenant une vingtaine d'années, d'ailleurs sous un autre nom, elle s'appelait l'agence wallonne des télécommunications, avait pour objectif et a toujours pour objectif de soutenir le développement du numérique je dirais presque sous toutes ses formes à l'intérieur de la Wallonie. Et ça, ne faire, je veux dire, qu'un mot au sujet de l'agence, mais je crois que c'est important de savoir un peu où on se situe. Nous avons effectivement différentes missions de soutien, de support aux entreprises, d'inspiration, je dirais, quelque part, vis-à-vis de l'autorité publique. Et pour ça, l'ensemble de ces démarches ont été mises en œuvre à l'intérieur d'un grand plan qui s'appelle Digital Wallonia. Digital Wallonia, c'est ce plan de développement du numérique de Wallonie dans lequel on a cinq directions différentes. Il faut savoir qu'il y a d'abord le secteur même du numérique, les entreprises du numérique que l'on va évidemment essayer de booster, de faire naître et lorsqu'elles sont nées, de les amener à se développer le plus harmonieusement possible pour qu'effectivement on puisse créer de la valeur numérique à l'intérieur de notre région. Il y a une deuxième orientation qui sont les entreprises, l'ensemble des entreprises, ce qu'on appelle parfois l'utilisation par le numérique, hein, l'économie par le numérique, voilà le mot que je cherchais, et qui signifie qu'effectivement, toutes les entreprises aujourd'hui, peu ou prou, et même celles auxquelles on pense le moins, peuvent et je dirais doivent tenir compte du numérique à la fois pour pouvoir produire plus facilement, pour pouvoir produire plus efficacement, pour pouvoir surtout mieux connaître leur clientèle et pour pouvoir vendre grâce à cela. Un secteur très important, c'est le troisième, c'est aussi celui de l'administration. Vous ne vous aura pas échappé, mais c'est aussi un sujet dont on reparlera au sujet de la fracture, mais que l'administration n'est pas encore super avancée en matière de numérique. En tout cas, il y a des endroits où on pourrait encore aller clairement plus loin. Et il est donc indispensable de la soutenir aussi pour pouvoir développer, tirer profit du numérique pour qu'au bout du compte, les services rendus aux citoyens soient plus efficaces, soient plus proches d'eux si possible et pas plus loin. Et c'est toute une question vis-à-vis du numérique. Enfin, il y a le quatrième secteur, celui qu'on a appelé territoire, je dirais, qui rassemble différentes choses. D'abord, la couverture du territoire avec les services numériques, mais également d'autres secteurs ou d'autres domaines qui sont plus liés à la localisation. Par exemple, celui de la santé. Hein, lorsque vous faites appel à un hôpital, vous n'allez pas le chercher à l'autre bout de la Wallonie. C'est quelque chose qui est territorial dans sa répartition. Et puis, cinquième, dernier secteur dans la liste, mais non le moindre, c'est celui de la compétence numérique, des talents du numérique, de l'apprentissage du numérique et effectivement toute la question de la formation, etc., qui doit être traitée. Donc, vous voyez que ce plan, qui a eu une première version, qui en a une deuxième version aujourd'hui, est un plan qui essaye d'aborder vraiment toute la thématique de façon très large. Et parmi ces thématiques, il y a évidemment le fait qu'il faut aussi savoir où on en est. À chaque moment, on ne peut pas avancer et faire des choses sans savoir où on en est, d'où la réalisation régulière, grosso modo tous les 2 ans, de baromètres, un baromètre citoyen tous les 2 ans, un baromètre entreprise. Cette année-ci, nous allons, dans le courant du mois d'octobre, sortir une édition concernant le développement du numérique dans les entreprises, et l'année prochaine, on se tournera à nouveau vers les citoyens, puis on se tourne aussi vers d'autres sujets à certains moments, par exemple vers la question de l'éducation, le numérique dans les écoles. On a réalisé plusieurs fois des baromètres dans ce sens. Alors, ici, on ne va pas faire
tout le tour du baromètre, nous allons nous concentrer essentiellement sur les éléments qui nous importent par rapport à la question du numérique et de la fracture numérique. Le premier, c'est celui de l'équipement numérique des ménages wallons. Et que constatait-on? Eh bien, je ne citerai ici que les chiffres les plus remarquables, les plus importants. Je vous invite, le cas échéant, il y a une publication qui existe en version imprimée, mais surtout en version PDF, et qui en près de 80 pages, si mes souvenirs sont bons, vous donnera moult détails sur la situation du numérique en Wallonie auprès des ménages et des citoyens. On discute constamment ici des citoyens et des ménages parce qu'effectivement certaines dispositions sont liées à la personne elle-même, hein. Un citoyen, ses compétences, je veux dire, vos compétences ne sont pas celles de votre époux, de votre épouse ou de vos enfants ou de vos parents. Évidemment, les compétences sont des choses totalement personnelles. Par contre, un certain nombre d'équipements, la connexion Internet que vous avez, elle va souvent être partagée avec les membres du ménage, en tout cas pour ce qui est de la connexion physique. Et donc les deux sujets se rejoignent régulièrement. Et par exemple, un des chiffres, c'est de constater que certes, il s'est amélioré, mais 84% des ménages disposent d'au moins un ordinateur. Un ordinateur, on parle là entre guillemets, d'un véritable ordinateur, c'est-à-dire un écran avec un clavier et un dispositif qui permet effectivement de charger des programmes et de faire différentes manipulations à partir de là. Ça veut aussi dire que 16% des ménages n'en disposent pas. On dira lesquels plus loin, mais déjà on voit bien poindre une difficulté. 90% des ménages sont néanmoins connectés à Internet. On voit que ce n'est pas le même chiffre que celui de l'ordinateur. Pourquoi? Parce que bien sûr, vous le savez aujourd'hui, on peut se connecter à Internet non seulement avec un ordinateur, mais on peut aussi se connecter à Internet avec une tablette, avec un smartphone, voire avec sa TV. Les derniers modèles de télévision, depuis quelque temps déjà, sont des smart TV, des TV intelligentes qui intègrent et embarquent, je vais dire, des facilités d'accès à Internet plus ou moins importantes. Et le device le plus emblématique et dans le futur, tout indique qu'il sera vraiment le véhicule essentiel, qu'il l'est déjà certainement pour les plus jeunes. Si vous êtes jeune ou si vous avez des enfants, vous constatez effectivement que le smartphone est évidemment le véhicule essentiel. Et lui, on constate que 76% des ménages pour l'instant ont au moins un smartphone. Et ça veut dire qu'on a des ménages qui sont très équipés de façon généralement importante. 46% des ménages, on va trouver au moins un ordinateur, au moins une tablette et au moins un smartphone. Donc on est presque à la moitié des ménages dans lesquels les trois devices se retrouvent et se retrouvent parfois même en plusieurs exemplaires. Vous avez différentes bulles qui vous montrent qu'effectivement les combinaisons peuvent être différentes. Néanmoins, dans 9% des cas, bulle rouge, vous avez seulement un ordinateur. Vous avez éventuellement, le cas de la tablette toute seule est le cas le plus, je vais dire plus ou moins, le plus rare, parce qu'évidemment la tablette en elle-même est un très bon outil de facilité d'utilisation à tout moment, en particulier en multi-écran. Aujourd'hui, devant la TV, grâce à la tablette, vous pouvez aller un petit peu plus loin, et c'est donc assez rare qu'on va le retrouver comme véhicule seul. Le smartphone seul, 5%, et puis il reste 8% dans lesquels on ne trouve juste rien. Alors, évidemment, je peux tout de suite, et vous vous doutez bien qu'on va trouver dans ces ménages où il n'y a juste rien, on va surtout trouver des personnes âgées, mais pas que, on aura l'occasion d'y revenir. Et donc,
Deuxième sujet derrière celui de l'équipement, c'est celui des usages. Là aussi, on a posé de multiples questions aux personnes pour voir un petit peu les usages, et il est remarquable en tout cas de constater que l'évolution entre 2002, c'est pratiquement, on a commencé nos analyses à partir de 2001-2002, on voyait à cette époque-là, d'abord que 45% des internautes sont des gens qui avaient utilisé Internet dans l'année. 45% de la population de la Wallonie avait utilisé Internet au moins une fois dans l'année, mais 23% l'avaient utilisé de façon pratiquement quotidienne. Toujours une question qui est toujours la même, qui est « l'avez-vous utilisé hier ou aujourd'hui ?» puisqu'on ne sait jamais si on pose la question le matin ou le soir. Hein, dans notre enquête, il faut savoir que ça se base sur une enquête qui reprend plus de 2000 personnes quand même, c'est suffisamment volumineux et réparti sur toutes les classes, évidemment, de tranches d'âge et de niveau de compétences, de localisation, etc. Et donc, on avait effectivement un usage qui, à cette époque-là, était quand même, pour une partie, pour un petit quart de la population, c'était déjà devenu quelque chose de courant, de quasi quotidien. Pour une petite moitié, c'était quelque chose qui existait, mais qui était utilisé de façon plus ou moins anecdotique ou plus ou moins régulière. Et puis on voit évidemment l'évolution, c'est que les bulles vont grandir. En 2011, on est déjà à 65 et 79%, donc la tranche des utilisateurs peu fréquents s'est réduite, et aujourd'hui on se retrouve avec 89%, presque 90% de la population qui a utilisé Internet au moins une fois dans l'année et 82% qui l'a utilisé tous les jours. Donc on voit qu'effectivement on a une évolution très importante qui met en évidence surtout une utilisation quotidienne. Internet, vous vous en doutez bien, j'imagine, mais c'est vraiment quelque chose qui est devenu un outil d'usage quotidien pour une part substantielle de la population. Et donc, on a aussi interrogé différents usages. Nous n'allons pas non plus tous les passer en revue, mais vous voyez effectivement cette évolution entre, ici, on compare les 2 dernières années de mesure, 2017 et 2019, donc on a des différences qui sont moins grandes, mais qui montrent que visiblement, on a pu observer entre cette phase 2017 et 2019, 2020, et certainement qu'après la crise Covid, la situation risque encore d'être très importante. On voit effectivement un niveau d'usage qui tend à s'accroître aussi bien et toujours sur la lecture, l'envoi de mails. Hein. Le mail reste un vecteur extrêmement important de communication. La recherche d'informations, évidemment, vient derrière. La messagerie instantanée qui est en plein boom également. Les réseaux sociaux bien connus. D'autres usages qui sont importants pour les facilités de vie des personnes, c'est disposer aujourd'hui de cartes, d'itinéraires, tout le monde connaît les outils effectivement, non seulement de géolocalisation, mais de géonavigation. Et bien sûr, l'e-commerce qui s'est largement développé également. Pour parler justement de cet e-commerce, en 2002, vous voyez, on avait 9% de la population qui se déclarait être acheteur en ligne, alors qu'aujourd'hui, on en a 61% de cette population. Et donc, on voit évidemment une évolution complètement très importante à cet endroit-là. Alors, on ne va pas passer notre temps à tout éplucher. Je vous renvoie évidemment à la publication pour analyser plus finement les différents autres usages. Il y a beaucoup d'éléments. On pourrait montrer effectivement les différences qui se font par rapport au niveau d'âge, par rapport toujours au genre. Hein. Évidemment, l'utilisation par les femmes vis-à-vis des hommes reste toujours en retrait, même si le décalage est proportionnellement de moins en moins important, mais il reste réel. Alors,
constatant cela d'année en année, où nous avons depuis effectivement près de 20 ans analysé et la disponibilité des équipements et des connexions, et d'un autre part les usages que faisaient les citoyens, on s'est posé la question, oui, mais on ne mesure pas quelque chose qui nous intéresse vraiment, ce sont les compétences numériques. Est-ce que les gens savent faire ? Et donc, on s'est donné comme objectif, de façon assez originale, il y a donc presque 2 ans maintenant, d'essayer de mesurer les compétences numériques. Alors, comment s'y est-on pris ? Ben, évidemment, l'idéal, et il y a des dispositifs d'ailleurs qui sont en cours de préparation, donc qui vont bien au-delà de ce que l'on va montrer dans un instant. Il y a des dispositifs qui sont en préparation et en test pour l'instant. Il y en a toute une série qui visent à mesurer les compétences réelles d'une population, des personnes. Vous connaissez peut-être en France, il y a un outil très, très important, mais peut-être trop, je ne vais pas dire trop complexe, mais trop détaillé, qui est le système PIX, qui permet de mesurer les compétences numériques. Nous allons bientôt présenter un dispositif également en Wallonie qui permettra effectivement de mesurer vraiment les compétences, c'est-à-dire de demander aux gens de faire des choses. Parce que comment mesure-t-on des compétences? Ben, en voyant s'ils le font. Dans le cadre d'une enquête téléphonique, puisque c'est une enquête qui se fait bien sûr par téléphone, il était hors de question de demander aux gens de démontrer qu'ils savaient faire ceci ou cela, qu'ils savaient chercher une information sur Internet, qu'ils savaient configurer leur ordinateur, qu'ils savaient manipuler tel ou tel dispositif. Et donc, on est parti ici sur une déclaration. Et donc, ce que l'on va mesurer, ce sont les compétences qui sont déclarées par les personnes, en faisant l'hypothèse que les personnes ne vont pas, je vais dire, mentir systématiquement, et que donc ça nous donnera en tout cas une idée, une première idée. Et pour ça, on s'est basé sur un outil important que vous connaissez certainement, et sinon je vous invite à en prendre connaissance, même si malheureusement la plupart des documents sont toujours distribués en anglais, mais c'est le référentiel de compétences DISCOMP qui a été développé par l'Union européenne, et qui reprend l'ensemble des secteurs, je vais dire, de compétences, et qui décrit les différentes compétences. Ces compétences ont été rassemblées en 5 grandes catégories. Le traitement de l'information, être capable de pouvoir manipuler l'information, indépendamment d'ailleurs du fait qu'on est connecté ou pas. Savoir communiquer, et ça par différents moyens, utiliser des outils de mail, de chat, de visioconférence aujourd'hui. On en a eu bien besoin pendant le Covid. Savoir créer du contenu, être capable soi-même de rédiger, d'utiliser des outils de bureautique par exemple, mais toutes sortes d'autres outils pour pouvoir créer du contenu. Être capable aussi de protéger toute la question de la protection, de la sécurité, protéger ses données, être conscient de ce que l'on peut faire ou pas faire dans le domaine du numérique, savoir qu'on a des données personnelles, comment les protéger, etc. Et puis, le dernier, c'est la résolution des problèmes techniques, être capable de faire face à toutes les difficultés. Et là, à l'époque où j'enseignais même à des enseignants, le professeur avec lequel je travaillais, Charles Duchâteau, pour ne pas le nommer, avait été sommé par certains étudiants, les plus âgés du reste, de lui dire « Oui, mais écoutez, avec vous, ça marche toujours, avec nous, on a toujours des problèmes, etc. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose, une règle qui serait toujours valable ?» Et il a longtemps cherché, et puis il a trouvé qu'en informatique, ça marche toujours moins bien que prévu. Personne ne peut contester cette règle, on en a des vérifications quotidiennes, parce qu'effectivement, ça ne se connecte pas alors que ça devrait se connecter, parce que ci, parce que là. Mais il y a souvent, pour ne pas dire toujours, moyen de passer à côté. Et donc, c'est une vraie compétence que de savoir comment louvoyer avec ces problèmes techniques. Et donc, on est parti de là
on s'est dit on va définir 15 tâches élémentaires. Et donc, évidemment, on ne pouvait pas poser une batterie de 150 questions, d'autant que c'était à la fin d'un questionnaire qui en comprenait déjà presque autant. Et donc, on s'est basé sur 15 tâches élémentaires que l'on va évaluer. Et de ces 15 tâches élémentaires qui vont nous servir de marqueurs, de points de repère, on va définir un score, un sentiment de compétence numérique. C'est comment les gens se sentent vis-à-vis du numérique et pas nécessairement comment ils sont. On a pu le relever à certains endroits qu'il y avait des petites différences. Néanmoins, ce que l'on a pu constater, voilà effectivement la liste des différentes tâches que l'on a proposées. Il y en a deux qui étaient un peu à l'analyse, je veux dire, qui sont avérées un peu moins bien choisies, mais on vous les a présentées ici, non pas dans l'ordre où on les a interrogées, mais dans l'ordre effectivement de la fréquence et du score que l'on a obtenu, puisqu'on leur posait une question en leur disant « Bon, est-ce que vous vous sentez… » Là, vous êtes le roi vous êtes un expert, hein, vous êtes vraiment totalement à l'aise, ok, ça marche bien, bah, vous vous en sortez vaille que vaille, mais tout juste, ou bien non, vous ne savez pas le faire. Et donc on avait 4 niveaux, on a combiné tout ça en un score dedans, ramené sur 100, ça donne effectivement le score qui est ici. Il ne faut pas donc lire, il y a 79% de la population qui, non, c'est le score moyen obtenu par les personnes. Et on voit effectivement que le premier usage, je vais dire, qui est la première compétence qui est revendiquée, ben, c'est celle d'être capable d'envoyer des messages instantanés par Messenger, par SMS, par WhatsApp et d'autres dispositifs. Et puis, ben, vous en avez la liste ici qui descend progressivement et qui se termine. On avait évidemment été jusqu'à l'autre bout des compétences. On n'est pas surpris de constater que seulement un faible nombre de la population dit « moi je suis capable de créer un petit programme informatique dans un langage, dans le langage de mon choix ». Donc ça n'est pas très étonnant. Ce qui nous a beaucoup plus étonné et je vais pas dire posé problème, c'est créer un graphique pour représenter des chiffres. Et le texte était bien celui-là. Est-ce que vous êtes capable de créer un graphique pour représenter des chiffres? Pas dit aux gens, est-ce que vous êtes capable d'utiliser Excel pour pouvoir faire un graphique? Non, non, vous pouvez faire un graphique. Celui qui dit, ben moi, vous savez, je connais, je prends Paint et avec ça, je vais savoir faire un graphique. Ok, vous savez faire un graphique qui représenterait des chiffres. Et donc, on voit quand même que là, certaines compétences ne semblent pas maîtrisées par la population. Il faut dire aussi qu'à la fin, évidemment, on est arrivé à un score global que l'on a présenté aux personnes, qui était dans ces ordres-là, hein, de dire, voilà, vous avez un score global pour nous de 40 ou de 70 ou de 3, c'est arrivé. Est-ce que pour vous, ça représente valablement vos compétences numériques, ce que vous auriez ressenti? Eh bien, 80, je crois, plus de 85%, je crois, de l'ordre de cela, des personnes disent « Ok, pour moi, c'est réaliste ». Et les autres, eh bien, pour moitié, il y en avait qui se pensaient plus compétents et d'autres qui disaient bah non, moi je trouve que c'est un petit peu faible, moi je croyais quand même que je pouvais faire, que j'étais mieux, ou bien je me croyais plus faible. Petite note rapide, c'est de constater que le biais de genre était tout à fait visible à cet endroit-là, parce qu'effectivement, chez les dames, on va trouver plus souvent des personnes qui vont dire « Ah, ben non, je croyais que j'étais moins capable que ça ». Alors que chez les messieurs, bien sûr, toujours très costauds, hein, eux se trouvaient que « Ah ben non, moi je pensais que j'étais mieux, je pense que je suis mieux que ce que vous m'avez donné comme score ». Alors, à remarquer également, vous constaterez qu'on a ici une
une évolution entre des comportements qui sont des comportements de consommation. Je vais sur Internet pour voir des choses, je consomme de l'information, à les plus difficiles, évidemment, celles qui sont les mieux maîtrisées, ce sont celles qui consistent à produire de l'information, à produire des contenus, et cela, évidemment, dans une optique, évidemment, de développement économique, de compétences actives. Ça veut dire qu'on va aussi du passif vers l'actif, et ça, c'est quand même inquiétant. Et donc, on a mis en évidence 4 niveaux de compétences qui ont été identifiés. Je ne vais pas m'attarder très fort, mais il y a des compétences élémentaires qui sont effectivement, au travers de ce qu'on a pu voir, faire de la messagerie, rechercher et envoyer des fichiers. C'est visiblement maîtrisé par 75% des Wallons. Ça veut dire que ce n'est pas maîtrisé par 25%, évidemment. Il y a des compétences qu'on a appelées plus médianes, qui consistent effectivement à créer du texte, gérer des images. Gérer des images, le minimum, c'est je suis capable de sauvegarder la photo pour la réutiliser. Je n'ai pas dit que j'étais capable de créer une image, mais je vais la gérer mon profil sur un compte et installer une application. Il y a des compétences qu'on a qualifiées, faute de mieux, de compétences techniques, qui sont déjà un petit peu plus avancées: configurer une imprimante, modifier une photo, en prendre un morceau, etc., ou la retravailler, construire une présentation, faire un backup. Et il existe évidemment des compétences réellement avancées qui, elles, ne sont maîtrisées que par une portion encore moindre de la population, 20% ici, par exemple créer des graphiques ou programmer. Et tout ça nous a amené finalement à essayer de réfléchir sur la maturité numérique de la population. Parce qu'au bout du compte, la réalité, c'est qu'il faut des compétences, mais avoir des compétences et pas les utiliser, ça ne sert à rien non plus. Et donc, l'ensemble, et se basant à la fois sur notre réflexion, mais on l'a retrouvé dans des écrits scientifiques également, l'idée était de combiner à la fois la compétence et les usages. Et on a fait ce calcul pour calculer un score qui combinait les uns et les autres. On a ensuite réparti ce score sur pas une courbe, sur un graphique ici qui est un histogramme, et on voit effectivement l'ensemble de la population qui est répartie par là. Et cet histogramme n'a pas manqué de nous interpeller, parce que on se serait attendu assez naturellement à trouver quelque chose qui ressemblait à ça, c'est-à-dire à la fameuse courbe en cloche, la courbe dite de Gauss, qui représente la distribution dans une population de tas de choses, et en particulier bien souvent de compétences, dans lesquelles, si vous demandez aux gens s'ils savent, que sais-je, dessiner, vous avez trouvé des gens qui savent absolument pas tenir le crayon, etc., qui sont très très en bas et qui sont vraiment pas très capables. Vous avez effectivement des gens qui maîtrisent ça à la perfection, qui sont de véritables artistes. Et puis, le gros de la population se trouve au milieu. Elle sait dessiner, mais elle sait, dire que c'est vraiment super joli, on n'en est pas là, mais c'est efficace, et c'est là qu'on va trouver le gros de la population. Alors pourquoi ne trouve-t-on pas ce type de répartition dans le cas de la maturité numérique? Or, on peut aussi s'être trompé en la mesurant. C'est une des hypothèses qu'on peut poser. Faisons l'hypothèse que ce n'est pas le cas. Et après réflexion, on s'est rendu compte qu'en réalité, si on faisait un petit déplacement de notre courbe vers la droite, on pourrait constater que l'on a effectivement une partie de la population ici qui semble correspondre à ce schéma. Mais si on est à cet endroit-là, ça veut aussi dire que il y a, et vous n'avez, paraît-il, pas entendu le boom qui était associé à la présentation ici, mais vous avez une partie de la population qui se trouve dans les trois premières barres, et qui, elle, n'est pas dans le coup. Et donc,
à mon avis, c'est là que se trouve la fracture numérique. C'est la distanciation entre cette partie de la population qui est laissée pour compte, qui ne fait pas partie de la répartition normale. Enfin, répartition normale, soyons de bon compte. Ceux qui sont au tout début de la population, hein, dans la quatrième et cinquième barre ici qui est représentée, c'est quand même des gens qui ont des compétences et un niveau d'usage du numérique qui est assez faible. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier, en allant voir quelles étaient les quantités de population qui sont ici. On a grosso modo une vingtaine de % de la population qui apparemment sont fracturés au niveau numérique, sont vraiment laissés en arrière très clairement par rapport aux compétences numériques et aux usages. Et puis on a 14 % d'usagers que j'ai qualifiés d'usagers faibles parce qu'effectivement ce sont certainement des usagers qu'il faut aider à se développer. Et c'est tout de même très interpellant parce que dans notre population wallonne qui compte 3 600 000 Wallons, à peu de choses près, on a ici 1 million de Wallons qui sont quand même dans une situation d'extrême, voire de relative faiblesse vis-à-vis du numérique. Et ça, c'est évidemment très interpellant. Alors, qui sont ces personnes en matière d'usagers faibles et de fracturés numériques? Eh bien, on a regardé effectivement cela et je vous donne ici les chiffres résumés. Parmi les fracturés numériques, donc dans les 20 % de la première colonne, on trouve 61 % de femmes et donc 39 % d'hommes. À cela, deux facteurs, hein, comme on va voir juste en dessous que les personnes évidemment les plus âgées sont très largement dans la population des fracturés numériques, 70 % ont plus de 60 ans. Ça a aussi un effet sur les femmes, puisque la population est telle que, évidemment, il y a clairement plus de femmes âgées que d'hommes âgés. Et donc, si ce sont les personnes âgées, on va trouver naturellement plus de... Mais pas seulement. Il y a même à niveau d'âge identique, on trouve toujours un différentiel du côté des femmes pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer ici. Quand ce ne serait parfois aussi que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le fait qu'elles ne se ressentent pas nécessairement comme compétentes. Et quand on ne se croit pas compétent, ça n'aide pas à le devenir. Et ça détourne naturellement de certains usages qui font qu'on ne se renforce pas dans le bon sens. Vous voyez aussi évidemment qu'on a beaucoup de personnes qui sont retraités du fait aussi d'être de l'âge, mais aussi inactifs, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle, qui se trouvent là, et de fait, le fait d'avoir des activités professionnelles va amener les personnes à être obligées, peu ou prou, de prendre de la compétence numérique. Ce qui est plus interpellant, c'est de constater que 49 % de ces personnes ont fait des études au moins secondaires, voire supérieures. Et donc, il ne faut pas en déduire rapidement que la population des personnes qui sont en fracture numérique, ce sont des gens qui sont des incompétents de toute façon, en toute chose. Absolument pas. Ce sont, et on va les trouver notamment souvent dans des personnes plus âgées, ce sont des personnes qui ont fait une carrière, qui ont éventuellement fait des études, voire universitaires, mais qui aujourd'hui n'ont pas fait le pas de s'intéresser, de prendre les compétences numériques et de rentrer dans le système. De la même manière, on constate aussi que 62 % nous disent, on ne leur posait pas une question formelle en disant voilà quel est votre revenu, parce qu'on sait bien d'expérience que c'est très difficile à obtenir, mais que 62 % de ces personnes ont un revenu, un niveau de revenu qui est satisfaisant, voire confortable. Et donc, tout ça nous amène à avoir 3 degrés de fracture numérique. Et là, je reprends, c'est quelque chose qui est présenté de beaucoup, mais je vous invite aussi à consulter ou à rechercher sur la Fondation Roi-Baudouin. Il y a un rapport intéressant qui vient de sortir qui s'appelle Inclusion numérique, baromètre de l'inclusion numérique, et où on met en évidence, mais c'était en évidence depuis longtemps, qu'il y a d'abord un premier degré, c'est l'inégalité d'accès aux technologies. Il y a le fait de ne pas avoir accès
au numérique. Je vais y revenir dans un instant parce que je ne l'ai présenté, me semble-t-il, que assez faiblement avec les chiffres du baromètre. Donc je vais vous montrer 2-3 éléments et en essayant de terminer parce qu'il est tout doucement temps que on laisse la place aux questions aussi. Il y a un second degré qui est celui des compétences et comme on a vu, il y a la question de l'usage et de l'accès aux services essentiels. Parce qu'une chose est d'abord de disposer des outils, ensuite d'être capable de les utiliser et puis de les utiliser réellement, parce que les deux premiers ne suffisent pas. Et je voudrais faire un tout petit, deux petits focus sur des questions particulières. C'est l'inégalité d'accès à Internet. Là, je reprends effectivement ces conclusions du baromètre 2020 de la Fondation Roi-Baudouin, qui montrent qu'en Belgique en particulier, hein, vous voyez ici les chiffres sont des chiffres sur l'ensemble de la Belgique, mais où si 11% ou 8% aujourd'hui des personnes n'auraient pas, ici on parle des ménages de l'ensemble des ménages n'ont pas accès à Internet, on voit que seulement 2% de ces ménages sont des ménages qui ont un niveau de revenu du ménage qui dépasse 3 000 €, alors que c'est 24% pour ceux qui ont un niveau de revenu qui est 12%. Donc c'est un petit peu légèrement contradictoire avec ce que je viens de dire tout à l'heure, mais ici on est surtout sur la question de l'accès. Or l'accès, évidemment, c'est là où se joue vraiment la question de faut payer l'accès, faut payer l'ordinateur, et donc évidemment ces questions de coûts sont tout à fait importantes. Je signale quand même que les inégalités sont parfois aussi géographiques et donc vous pouvez aller sur l'Institut belge des postes et télécommunications, l'IBPT, et vous trouverez des cartes comme celle-ci qui montrent que en Belgique, il existe encore aussi des zones où les personnes n'ont pas accès, qu'il y a des zones blanches et puis il y a des zones qui sont effectivement des zones où il y a un niveau d'accès qui est très mauvais par rapport à un niveau de 10 mégabits, qui est le niveau quand même, je vais dire, de base pour avoir un accès à Internet. Alors évidemment, ça se renforce encore si vous voyez qu'on est à 100 mégabits. Ceux qui n'auraient pas reconnu où se trouve la Wallonie, je leur signale, c'est du côté plutôt rouge. Et sans autre jeu de mots, en l'occurrence ici, mais effectivement, vous voyez quand même que la situation, qui est évidemment liée à des questions de distance, de facilité. Vous pourriez trouver également, ici on parle de la connexion, je dirais type ADSL, vous avez aussi des cartes que je n'ai pas montrées ici concernant l'accès mobile. Et donc tout ça amène, et je n'ai pas ici l'autorisation, je vais dire, de dévoiler pour l'instant un plan qui est en cours de finalisation et qui va être présenté au gouvernement, à plusieurs cabinets ministériels dans quelques jours. Mais on est en train, au niveau de la Wallonie, évidemment, de préparer un plan pour essayer de porter remède. Et ce plan, on l'a imaginé, et c'est ça les quelques éléments que je voudrais vous en donner, on l'a imaginé en plusieurs couches. La première couche, c'est celle qui consiste à mobiliser le public, parce qu'effectivement, nous allons offrir des services, offrir des outils, et Eric vous parlera dans un instant des EPN, qui est un outil extraordinaire de lutte contre la fracture numérique, mais avant même d'offrir des services dans le PN ou dans d'autres dispositifs, il faut aller chercher la population, il faut la sensibiliser, il faut la mobiliser, il faut la guider vers les endroits et les lieux où elle va pouvoir se former. Vous connaissez évidemment dans la question de la formation, vous savez effectivement que ce n'est pas le tout d'offrir de la formation si on ne va pas chercher le public pour pouvoir le faire. Donc il faut des dispositifs qui s'occupent de ça. Il faut évidemment renforcer l'offre de services au niveau des EPN, mais au niveau aussi, vous connaissez l'autre programme phare, je vais dire, de la Wallonie, qui est le plan mobilisateur des TIC, le PMTIC. Mais pas seulement, il faudra pouvoir étendre vers d'autres services, je pense, et plusieurs idées sont sur la table dans ce sens-là.
Et puis évidemment, il faut essayer de faire fonctionner ça convenablement et donc il faut donner des outils à chacun de ces dispositifs du PMTIC, de l'EPN et d'autres pour qu'effectivement les différents acteurs puissent travailler de la même façon si possible et travailler de façon, je dirais, en minimisant les efforts et en ne devant pas tous réinventer les mêmes roues. Et donc, il est indispensable d'organiser l'outillage, le partage des outils. Et bien sûr, il faut avoir une vision commune de l'ensemble et donc une action de pilotage. Et donc ça, c'est en train de se préparer, ça devrait, nous l'espérons, sortir et si possible être accepté par le gouvernement dans fort peu de temps. Mais ça, je vous renvoie évidemment à suivre l'actualité par rapport à ces questions. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie évidemment de votre attention et j'ouvre maintenant aux questions que vous voudriez poser. Merci. Voilà, Monsieur de la Charlerie, un grand merci pour votre intervention qui était très intéressante. Elle a suscité pas mal de réactions et de questions dans le chat. Alors, une des premières questions qui avait été demandée, c'était de savoir s'il y aura la possibilité d'envoyer aux participants votre présentation et également où on peut retrouver l'étude complète. Donc, l'étude complète, vous l'avez sous les yeux ici. Hein, vous avez l'URL Digital Wallonia BE Citoyen 2019. Là, vous avez effectivement la présentation. Je vais reprendre moi-même Escape ceci. Je reverrai un petit peu la présentation, en tout cas ce que les autres voient, si vous permettez, c'est plus confortable. Et donc l'URL, elle figurait il y a un instant sur le dernier slide, mais donc il suffit de taper Digital Wallonia, vous recherchez baromètre, vous tapez Digital Wallonia baromètre citoyen dans Google et vous allez trouver effectivement l'ensemble de ces documents, l'ensemble du rapport et la présentation, je présume qu'elle sera, la présentation particulière que je viens de vous faire, on pourra la diffuser par le canal ici de l'instance bassin, mais une version même plus complète de cette présentation se trouve déjà accessible via l'URL que je viens de citer. D'accord, c'est parfait, merci beaucoup. Alors, on va passer donc à quelques questions donc du public. Alors, il y a eu beaucoup de questions. On va voir un petit peu avec Monsieur de la Charlerie quelles réponses on pourra apporter aux questions qu'on n'aura pas le temps de passer en revue ici. Alors, une des questions, c'était: a-t-on des données spécifiques pour le public fragilisé et peu qualifié? Mais il existe quelques études qui ont été faites, mais effectivement, c'est un public très difficile à interroger, puisque par définition, je n'oserais pas dire il se cache vis-à-vis du numérique. Et donc, on a effectivement, par rapport, et là, dans le rapport, on essaye effectivement de faire une analyse qui montre quelles sont ses caractéristiques. Hein. Vous aviez dans le slide où on disait, on essaye de comprendre les différentes composantes, vous avez des détails là, mais c'est vrai que c'est toujours une question très difficile que d'aller interroger ce public qui, lui, n'a pas tendance, n'a pas d'appétence naturelle, et moi, je suis le premier à le comprendre, que l'appétence vis-à-vis du numérique, même si d'aucuns, un certain nombre de personnes ont tendance à dire, mais vous savez, c'est évident, aujourd'hui, tout le monde utilise le numérique, c'est nécessaire, c'est indispensable. Moi, je fais la comparaison souvent, vous savez, il y a des gens qui aiment bien conduire et puis il y en a d'autres pour lesquels la voiture, c'est une horreur et se retrouver dans le trafic, c'est la peur permanente. Mais le numérique, je crois que c'est un petit peu comme ça aussi. Et donc, on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir une grande appétence. Et donc, évidemment, pour les interroger, c'est un petit peu plus difficile pour aller les retrouver. Je vois qu'effectivement, on fait circuler les différentes URL et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est difficile. Allez voir il y a l'étude du baromètre d'inclusion de la Fondation Roi Baudouin est à
ce point, lui, il est vraiment centré sur la fracture numérique uniquement, et vous y verrez des témoignages. Ils ont aussi associé à l'étude l'interrogation en face-to-face d'un certain nombre de personnes, et je trouve que c'est une étude extrêmement intéressante sur le sujet, que je vous recommande vraiment très fort. D'accord, merci beaucoup. On essaiera de mettre les différents liens et les études, évidemment, dans le courriel avec le replay. Comme ça, les participants pourront directement consulter les études que vous avez mentionnées. Alors, une deuxième question qui a été posée, c'est: existe-t-il une enquête du même type pour le public scolaire? Oui et non. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Agence du numérique, nous avons réalisé déjà 3 fois un baromètre au niveau des écoles. Et ce baromètre, nous le réalisons maintenant en faisant 2 enquêtes. La première, c'est une enquête auprès des chefs d'établissement, et elle vise essentiellement à connaître quel est l'équipement des écoles. Il est déficient, on le sait, et donc il faut un petit peu pointer ces questions-là, mettre en tout cas en lumière la situation. Et deuxièmement, quelles sont les dispositions qui sont prises, je vais dire, top-down, venant de l'organisation, venant des chefs d'établissement. Est-ce qu'ils organisent des formations? Comment aperçoivent-ils les compétences de leurs enseignants? Ensuite, on a fait une deuxième enquête, on l'a fait en même temps chaque fois, en tout cas dans les 2 dernières éditions, qui consistait à interroger des enseignants. Et là, on a interrogé 1500 enseignants chaque fois, de toute discipline, de tout niveau, pour voir effectivement comment eux se voyaient dans l'usage du numérique, ce qu'ils ont déclarent en faire en classe, etc. Et puis comment ils se sentent par rapport aux différentes compétences là. Ça, c'est une étude que vous pouvez trouver aussi. Tapez baromètre éducation Digital Wallonia, vous aurez cette étude. La dernière version, maintenant, date de 2018, donc elle n'est pas encore très vieille, mais enfin, je veux dire, 2 ans se sont écoulés. En mauvaise langue que je suis, j'ai tendance à dire, de toute façon, comme il n'y a pas grand-chose qui a changé dans l'enseignement, elle est toujours d'actualité. C'est un petit peu mauvaise langue, parce qu'effectivement, le monde de l'éducation a été vachement bousculé avec le Covid, et donc beaucoup de choses ont quand même changé, mais il reste énormément de choses à faire. Alors, une troisième enquête qui serait nécessaire, c'est celle qui consisterait à interroger les étudiants eux-mêmes, les élèves eux-mêmes. C'est fait de temps en temps par une étude européenne qui est citée dedans, mais dont le nom m'échappe là tout de suite pour pouvoir le rappeler. Mais il y a une étude européenne qui est menée. L'inconvénient, c'est que cette étude, elle est menée sur l'ensemble de l'Europe, et donc en gros, en Belgique, ils interrogent des étudiants et des écoles dans une grosse centaine d'écoles réparties sur l'ensemble de la Belgique, ce qui veut dire qu'il ne reste plus que 40 écoles qui sont interrogées en Wallonie, et donc l'échantillon est quand même très faible. Mais voilà un petit peu ce qui existe pour l'instant, que vous pourrez retrouver. Les références sont dans le document du baromètre éducation 2018. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'étais un peu perturbé parce que l'écran est devenu tout noir d'un coup. Ça fait partie de ce côté improbable de l'informatique dont parlait André juste avant. Alors, je m'appelle Éric Blanchard, je suis chargé de mission du dispositif des espaces publics numériques de Wallonie, dispositif dont je vais vous parler tout de suite. Avant toute chose, moi je voudrais saluer et je voudrais dire bravo à cette initiative, à cette organisation d'abord de séries de webinaires, et puis voilà, de commencer par cette thématique de la fracture numérique, d'une part, qui, comme André l'a dit, qui est très vaste, qui est vraiment compliqué, et d'autre part, en plus, de joindre ce public éloigné, ce public fragilisé. On va en parler tout de suite, donc bravo pour avoir programmé ça, c'est assez rare, hein, André, on le sait. Donc merci Monsieur Antoine, merci Madame Robeux et Madame Persson pour l'organisation.
c'est vraiment très bien de pouvoir faire le point là-dessus. Alors, l'actualité nous aide. C'est vrai que André nous a parlé du baromètre de maturité numérique. La Fondation Roi Baudouin a sorti son baromètre de l'inclusion numérique et on a ce fameux plan de l'inclusion numérique pour tous les Wallons qui est en préparation et bientôt sera présenté aux différents ministres, voire au ministre-président. Donc il y a une actualité qui est vraiment dense. J'ai envie de dire enfin. Alors enfin, parce que tout d'abord, c'est vrai qu'on a une grosse prise de conscience cette année avec le confinement, avec toute cette crise sanitaire qui a accentué finalement toute la problématique, hein, les inégalités dues aux connexions problématiques de l'accès, voilà, au numérique. Enfin aussi parce que si André a 20 années derrière lui au sein de l'agence du numérique, j'en ai 12 en charge du dispositif EPN de Wallonie, que la lutte contre la fracture numérique en Wallonie a 15, 16, 17 ans, et que finalement, en faisant le constat cette année, bon, on se retrouve avec des chiffres qui sont très interpellants. Alors, on a un tiers de Wallons qui sont voilà, qui ne sont pas à l'aise, qui ne sont pas confort dans l'environnement numérique. On a 10% qui sont complètement éloignés, qui ne se connectent pas du tout. Sur les 90% qui se connectent, qui ont cette connexion, mais on a 80% de personnes qui l'utilisent quotidiennement, quid des 10% des autres. Et alors, effectivement, quand on se penche sur les compétences numériques, ben on remarque qu'on a encore 10-15% de Wallons qui ont des compétences qui sont inégales, voilà, de base. Et donc, ça nous fait effectivement plus d'1 million de Wallons aujourd'hui qui sont pas à l'aise dans un environnement, dans une société qui pousse à la numérisation à tout niveau. Donc c'est très interpellant et donc j'ai envie de dire encore une fois, ben, enfin, on a une actualité qui est riche, on a une crise sanitaire et j'ai envie de dire, tout comme Monsieur Antoine l'a dit, utilisons, offrons cette opportunité finalement de l'effet loupe que la crise sanitaire nous a offerte pour enfin mettre des solutions en place. Alors, on a une question aujourd'hui, donc le webinaire pose la question de savoir qu'est-ce qu'il existe comme solution pour réduire cette fracture numérique et surtout vers ce public fragilisé. Alors, je vais tuer tout suspense. Si on avait toutes les solutions, bah, sans doute que nous ne serions pas là à en discuter entre nous. Donc, nous n'avons pas toutes les solutions, nous avons des solutions partielles. Le dispositif des EPN de Wallonie est une solution partielle. On va voir tout de suite, quand je vais vous en parler, que finalement, par rapport à ce public éloigné d'Internet, n'arrive pas complètement à le capter, à pouvoir le toucher. Donc on ébauche aujourd'hui d'autres solutions pour pouvoir toucher ce public. C'est un public qui est difficile à saisir, c'est un public qui est difficile à garder, qui n'est pas toujours non plus conscient, voilà, des opportunités qu'il rate. Et donc on a un dispositif des EPN qui est très riche, qui est là depuis 15 ans, qui a un rôle primordial. On a d'autres opérateurs, André en a parlé, un PMTIC, je vais vous parler aussi des projets européens qui sont en cours, avec des nouvelles pistes de réflexion. Alors, on sait qu'aujourd'hui, Internet et le numérique en général est présent, omniprésent et offre énormément d'opportunités. On ne peut pas nier aujourd'hui que voilà, qu'Internet offre un accès énorme à des opportunités en matière d'emploi, en matière de logement, d'accès à la culture, plein de choses. On pourrait parler évidemment des réseaux sociaux qui sont capables aussi d'élargir votre champ social, de vous permettre voilà, d'accompagner d'autres personnes, de tisser du social, du lien avec des groupes. Tout ça aide énormément et moi j'en suis persuadé, même si je ne suis pas un partisan du tout numérique, peut améliorer votre vie. Alors, ne pas être à l'aise dans cet environnement et voire ne pas y avoir accès du tout, alors non seulement, évidemment, ne vous donne pas accès à ces opportunités, mais vous met en situation voilà, d'inégalité, bien sûr, au niveau social, mais en situation d'exclusion.
Si vous n'avez pas accès au site du Forum, si vous n'avez pas accès à d'autres sites en matière de recherche de logement, en matière d'accès à des services, de primes de la région wallonne, de documents par rapport à votre commune qui vous permettent de régulariser votre situation, c'est aujourd'hui se mettre vraiment dans des situations très compliquées. C'est voilà, c'est comme ça, le progrès, l'évolution fait que c'est comme ça et offre tout un tas de choses extrêmement positives. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un public éloigné? Pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui toute une frange de la population wallonne qui n'est pas en confort avec cet environnement? Ben, alors André a déjà dit beaucoup de choses. Ah, pas bien. Et bien en même temps, c'est bien André. Il a déjà dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que l'environnement numérique est compliqué à appréhender et à approprier. Alors, ce qui est difficile pour ce type de public, il faut se dire aussi que pour bon nombre de gens, on subit un peu cette obligation. C'est-à-dire que la numérisation progressive des services est venue se greffer à notre quotidien depuis début des années 2000 et est devenue quelque part une obligation professionnelle, voire une obligation personnelle d'être connecté, d'être en lien, d'envoyer des emails, donner des nouvelles par messagerie instantanée, d'écrire des CV sur Word ou d'autres services. Et donc, il y a cette espèce de chape d'obligation. À partir du moment où on se met en opposition par rapport à ça, ben, on est un peu comme un révolutionnaire et on se met évidemment en marge de cette révolution. Alors, l'autre complication, évidemment, par rapport au numérique, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que la matière est énorme, elle est très vaste, et que surtout, elle est évolutive. Ça veut dire qu'on est dans un format d'éducation permanente, où il y a des mises à jour tout le temps. Et c'est très important de saisir que la fracture numérique, aujourd'hui, on peut très bien être inclus, on peut très bien être du bon côté en 2020 et en 2025, 5 ans plus tard, ne plus y être. C'est-à-dire être, voilà, en matière de fracture, être fracturé, ne plus être inclus. Ce sont des matières qui évoluent très vite. Quand je suis arrivé au centre de compétences techno-futurtiques où est hébergé le projet Open de Wallonie en 2008, ben, c'était l'avènement des réseaux sociaux. Hein. Facebook venait d'arriver. On parlait du web 2.0. De ce côté participatif, les blogs, l'écriture collaborative et tout ça. Et toutes les compétences que j'ai pu acquérir en 2008, 2009, 2010, aujourd'hui, bah, ne valent plus grand-chose. Bien sûr que ça fait partie toujours d'une expertise, d'une pratique qui aide après à s'adapter aux nouveaux environnements, mais clairement, toute cette matière, si je m'étais cantonné, je restais figé sur cette matière, je serais aujourd'hui sans doute en décrochage. Voilà. Donc, on peut être tout à fait inclus à un moment donné et puis se sentir exclu 1 an, 2 ans, 5 ans après. Ça, c'est très important. Donc, c'est tout le temps. Il faut après apprendre tout le temps. Alors, on a un problème, André l'a évoqué aussi, c'est que en Wallonie, je vais parler de la Wallonie puisque le dispositif des EPN de Wallonie est une politique régionale. Hein, donc, mais c'est pareil à Bruxelles, hein, c'est pareil en Flandre, c'est pareil en France. C'est qu'on a un problème de culture numérique. On n'a pas encore intégré que le numérique représente aujourd'hui une culture à part entière, ce qu'on appelle en anglais le digital mindset. Hein, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore intégré. Et une des choses en tout cas qui en est responsable, c'est que la sensibilisation dès le plus jeune âge ne se fait pas correctement, et notamment à travers l'enseignement. Voilà, c'est se dire que je ne vais pas être trop critique, André l'a été déjà partiellement. J'ai personnellement, on en parlait ce matin ici au bassin namurois, c'est que j'ai une fille de 22 ans qui vient de terminer la haute école. Tout son parcours secondaire et son parcours en haute école, elle n'a pas eu de cours d'informatique. On est en 2020, hein. Je veux dire, c'est tout probablement hallucinant. Alors je sais qu'on a des initiatives qui sont très porteuses, école numérique, avec des initiatives innovantes en matière de nouvelles pédagogies, mais il faut simplement se rendre compte à l'évidence, aujourd'hui, l'école, en général, hein, primaire, secondaire, tout réseau confondu, n'est pas prête.
n'est pas prête à distiller, à transmettre une culture du numérique, parce que le monde enseignant n'est pas lui-même prêt, parce que les directions ne sont pas prêtes. Donc on a une vraie culture du numérique à mettre en place, et c'est vraiment une des pistes à privilégier pour le futur, parce que à faire ce qu'on a fait historiquement ces 15 dernières années, ben, on est presque au même constat finalement hein, qu'en 2004-2005, même si les chiffres ont progressé en matière d'équipement. Donc, toute cette situation, le fait que les écoles et que tout le monde voilà, n'était pas prêt à s'approprier cette matière, tout ça a poussé la majorité des citoyens à se former en autodidacte. Et être autodidacte, c'est essayer, c'est passer par des cycles d'essais-erreurs, et ça veut dire disposer d'un équipement, c'est disposer de personnes de référence qui peuvent vous corriger, et c'est surtout avoir des capacités cognitives, avoir des capacités socio-cognitives, hein, à se connecter aux gens, à pouvoir se remettre en cause, à pouvoir se mettre en méthode d'auto-apprentissage. Et ça aussi, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ça. Et les publics les plus éloignés qui ont eu dans leur parcours des difficultés avec l'instruction, avec le format école, voilà, n'est pas favorisé évidemment à se retrouver seul face à cette matière qui reste technique aussi. Hein. André en a parlé. Il y a des difficultés de type technique. Aujourd'hui, tout est mêlé, même si vous avez uniquement un smartphone. Voilà, on vous parle de 4G, de Wi-Fi, de sécurité, de backup. Enfin bon, c'est énorme. Plus tous les termes qui sont voilà de phishing, tout ce qui tourne autour. C'est une matière qui est très vaste, qui est liée à la technique informatique. Et le monde informatique, avec les ingénieurs informatiques, tous les développeurs, tout ça à la base, n'ont pas transformé tout ce monde d'un coup de baguette en un claquement de doigts en un monde tout lisse, tout intuitif. Non, pas du tout. Hein, tout ça évolue favorablement, heureusement. Mais on a encore aujourd'hui énormément de scories de ce monde des années 2000 où ça manque d'ergonomie, ça manque voilà, d'environnement intuitif. Et il faut s'y mettre, il faut apprendre ça, et apprendre seul, c'est pas facile. Voilà. Donc ça, c'est compliqué, et c'est ce qui provoque un peu la situation aujourd'hui. Alors en plus de ça, ben, André en a parlé, c'est qu'il y a des freins. Hein, je disais qu'on n'est pas tous égaux par rapport aux capacités évidemment cognitives, mais les freins, bon évidemment, ce sont le fait de disposer d'un faible revenu. Ben, Internet, ça a un prix. On en parlait aussi ce matin. Pourquoi est-ce qu'Internet n'est pas un droit hein, de base, comme avoir accès à l'eau ou autre chose, hein, voilà, par exemple, hein, c'est une réflexion. Le genre est aussi un frein, hein, on l'a vu qu'être une femme aujourd'hui dans un monde numérique ben, est un frein pour plein de raisons dont on n'aura pas l'occasion évidemment d'en parler aujourd'hui. Hélène Raymond à l'agence du numérique pourra en parler très longuement. Avoir un handicap aussi, en matière de tout ce qui est problème d'accessibilité, il n'y a pas que la vue, hein, provoque aussi des freins d'accès à l'information sur Internet. Alors énormément de choses se sont mises en place, mais aujourd'hui encore, avoir un handicap moteur ou une déficience visuelle provoque quand même des freins assez sérieux. Donc il y a tout un tas évidemment de facteurs aggravants, en plus d'un environnement qui est mouvant, qui est parfois compliqué techniquement, et qui, aujourd'hui, de par la société, du fait que les écoles, le monde de l'enseignement n'a pas pris en charge cette culture du numérique, nous oblige finalement à faire face à cette matière de manière autodidacte. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'une autre piste de réflexion pourrait être celle aussi de valoriser les compétences numériques plutôt que de stigmatiser celles que nous n'avons pas. André a parlé de ces fameuses compétences de base, ces compétences médianes et puis supérieures. Aujourd'hui, dans un monde professionnel, je travaille dans un centre de compétences qui s'adresse essentiellement aux demandeurs d'emploi, mais aussi au monde de l'entreprise et au monde des enseignants. C'est dire, un tel n'a pas cette capacité, ou un tel n'a pas cette compétence, ou n'est pas capable de...
et renvoie, tout ça est une boucle, hein, renvoie à propre mésestime de soi, renvoie à cette difficulté par rapport à être autodidacte et tout ça. Et on a trop tendance à stigmatiser aujourd'hui voilà, les manques dans les compétences numériques, qu'on peut pourtant pas blâmer, parce qu'elles ne font pas partie finalement de notre culture et de notre parcours. Et je trouve que ce serait une belle piste, évidemment, que de valoriser finalement celles qu'on peut acquérir à titre personnel ou à titre professionnel, voilà, dans un parcours, quel qu'il soit d'éducation permanente ou autre chose, et de pouvoir se dire, ben voilà, moi je suis capable de ça. Et ça pourrait être une solution qui pourrait amener des publics éloignés aujourd'hui à venir se réintégrer dans des filières, j'ai envie de dire, plus usuelles, celles qu'on attend, bien sûr, par rapport à l'emploi ou à la vie sociale. C'est se dire, ah ben voilà, je me sens mieux armé, je me sens valorisé par ces compétences numériques que je peux acquérir. Voilà, ça aussi, c'est une solution que je me permets de dire maintenant, en amont finalement du dispositif EPN de Wallonie. Donc éviter les discriminations. Et mon point de vue à moi, c'est aussi de se dire qu'on n'est pas obligé de subir le tout numérique aussi. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme une chape de plomb, de se dire, voilà, je suis obligé de vivre cette révolution à tout niveau. On sait qu'en France, l'État français impose aujourd'hui le passage au tout numérique, hein, l'impôt, l'accès aux services, que ce soit de la commune, de la ville. Enfin, c'est très, 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 très compliqué ce qui se passe en France, parce que le pouvoir de l'État, évidemment, c'est une autre machine en France que celle que nous avons ici en Belgique. Et heureusement, j'ai envie de dire. Et voilà, pour moi, c'est aussi une piste que j'aimerais soulever en réflexion, qu'on pourrait prolonger plus tard, c'est se dire, gardons à côté du numérique qui offre des opportunités, une possibilité au non numérique, à l'humain, au service rendu par l'humain et pas toujours être face à une machine qui peut parfois faciliter les choses et puis qui peut parfois évidemment créer beaucoup de soucis. Voilà, c'était ma longue introduction. Et alors, ce que je n'aime pas non plus, c'est d'entendre du politique parfois aussi cette idée, ce souci d'évangélisation, hein, permanente, de se dire tout le monde doit être dans le train du numérique, tout le monde se doit posséder toutes les compétences. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui que tous les citoyens puissent avoir les compétences pour pouvoir saisir les opportunités d'Internet. Mais voilà, arrêtons de mettre la pression énorme de se dire que tout le monde se doit d'être à un niveau pour pouvoir être reconnu. Voilà, personnellement, je n'y crois pas. Bref, sur cette longue introduction, une des solutions de lutte contre la fracture numérique et de toucher les publics, les pistes de données d'Internet, est le dispositif des espaces publics numériques de Wallonie. Alors, les EPN de Wallonie ont été créés en réflexion au sein du centre de compétences pour lequel je travaille, le Technofuturtique. En 2002-2004, ça a été fait en parallèle avec des réflexions qui ont été menées avec les cabinets ministériels de l'époque, pour aboutir finalement aux premiers appels à projets de création en 2005 et puis 2007. Donc, il existait déjà des espaces publics numériques avant 2005 en Wallonie. Hein, on a des EPN qui sont anciens, les tout premiers, Gilly, Senef, Rochefort, Marche, oui. Voilà, il y a tout un ensemble d'EPN qui existait bien avant les EPN de Wallonie, donc ce fameux réseau qui est reconnu par la région wallonne. Et en plus, je ne le cache pas, c'est que le modèle espace public numérique est un modèle qui a été largement calqué sur le modèle français de la deuxième partie des années 90, hein, sous M. Jospin. Les Français en avance sur ce coup-là, enfin bref, voilà, qui avait anticipé finalement la révolution de la DSL, à l'époque ce qu'on appelait la DSL, donc le premier haut débit, et sur évidemment tout ce bouleversement qui allait arriver. Et donc ils ont créé les premiers espaces publics numériques en Wallonie, chez nous, les premiers c'est en 2005. Alors, on a créé en 2005 des lieux d'accès, des lieux d'accompagnement du citoyen en numérique. Et politiquement, la décision a été prise de les adosser, de les lier à un pouvoir local et le plus proche du citoyen, donc c'est-à-dire la commune. Donc les EPN, même si aujourd'hui le réseau s'est étendu, mais restent très largement liés aux communes wallonnes.
On a voulu que ce soit comme ça pour les rendre pérennes d'abord, et puis ensuite pour garantir évidemment aux citoyens que voilà que c'était lié à leur pouvoir de proximité et à des services qu'ils connaissaient déjà très bien. Alors, les EPN ont été créés pour lutter à l'époque contre la fracture numérique du premier degré. Donc celle dont a parlé André en fin d'exposé, c'est-à-dire la problématique de l'accès. Et donc la première idée de l'EPN, c'était d'équiper des lieux avec des ordinateurs et une connexion Internet pour que les gens qui ne pouvaient pas en bénéficier chez eux puissent avoir un point d'accès. Alors tout ça a évidemment considérablement évolué. Aujourd'hui, un EPN n'est plus qu'un seul lieu d'accès. Il reste un lieu d'accès, bien sûr, privilégié. Mais aujourd'hui, on a envie de dire qu'en 2020, qu'un EPN est bien sûr au-delà de ça et est un lieu de ce qu'on appelle de médiation numérique. Donc un lieu entre l'outil du numérique et la demande du citoyen. J'y reviendrai juste après. Alors un EPN, qu'est-ce que c'est? Donc je l'ai dit, un lieu d'accompagnement pour le citoyen numérique. Chez nous, donc dans notre réseau, celui qui est reconnu par la région wallonne, il est ouvert au large public. Donc il n'y a pas de discrimination. On les ouvre, évidemment les EPN sont ouverts aux plus jeunes enfants jusqu'à nos seniors les plus avancés en âge. Ils ont une vocation non lucrative. Donc on prône la gratuité, ce qui est le cas dans 100% des EPN pour tout ce qui est libre accès et formation de groupe. Tout ce qui est formation individuelle, souvent on demande une participation, il y a une participation qui est demandée pour les impressions, ce genre de choses. Mais la gratuité est vraiment prônée sur l'ensemble du réseau. Et alors évidemment, ce qu'on demande aux EPN, c'est d'utiliser le numérique, donc la technologie aujourd'hui, pour pouvoir améliorer sa vie et savoir offrir les opportunités qu'offre Internet, c'est très important. Les EPN de Wallonie, c'est une politique régionale, donc il dépend aujourd'hui de la compétence du numérique, donc le ministre du numérique qui est actuellement Monsieur Willy Boursu. Et il y a un label, donc ces lieux qui constituent le réseau des EPN. Je vais vous montrer, parce que je l'ai pris le label avec moi. Je vous montre cette plaque, EPN de Wallonie, Espace public numérique de Wallonie, soutenu par le plan Digital Wallonia dont parlait André, hein, ce vaste plan wallon, et voilà, évidemment soutenu par la région wallonne. Donc il y a un réseau que nous coordonnons, que nous animons au centre de ressources, donc au centre de compétences techno-futurtiques, et nous formons, on va tout de suite parler des personnes qui sont à l'intérieur des EPN, et pour pouvoir obtenir ce label, cette plaque qui vous déclare EPN de Wallonie, on demande évidemment de disposer d'un équipement minimal. Il n'y a pas de nombre d'ordinateurs minimal, mais on aime bien qu'il y en ait au moins 4, bien sûr, parce que 2, c'est encore un peu court, donc 4-6 ordinateurs, c'est la moindre des choses, pour pouvoir accueillir un public en groupe, même si la crise sanitaire aujourd'hui bouleverse un peu tout ça. Et donc un EPN peut disposer bien sûr d'ordinateurs fixes, de portables, de tablettes, de smartphones, tout est bon, j'ai envie de dire, pour pouvoir sensibiliser le citoyen. Alors, les obligations, c'est que pour pouvoir avoir ce label, il y a 16 heures par semaine d'ouverture. Et ce qui est très important pour nous, en plus de ces 16 heures minimum d'ouverture par semaine, c'est qu'il y ait un animateur. Donc une personne qui soit disponible pour le public pendant ces minimum 16 heures et puisse répondre aux questions, accompagner le public, le former. Alors, c'est là que réside la principale difficulté, évidemment, d'ouvrir un EPN. Alors, toujours pour parler du label, par les chiffres, et puis je reviendrai aux animateurs qui composent le réseau. Il y a actuellement 163 EPN dans le réseau des EPN de Wallonie, 124 communes, on en a perdu pendant la crise sanitaire. Il y en avait qui étaient en difficulté au préalable, et le fait de ne pas avoir eu de public avec des difficultés financières liées à la commune ou liées à la structure, à la SBL, n'importe quoi, a conduit à la fermeture d'une dizaine d'espaces. Donc on a eu un moment une commune wallonne sur deux qui disposait d'un espace public numérique. On est redescendu un petit peu aujourd'hui, on est à 124 communes. Alors vous pourriez me poser la question, j'anticipe les questions de tout à l'heure en disant tiens, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus? Mais parce que c'est un réseau qui n'est pas subsidié structurellement.
Alors, ça veut dire que pour ouvrir un EPN sur la commune ou qu'une ASBL a envie de le faire, ou un CPS, ben, c'est sur fonds propres. Connaissant évidemment les difficultés financières que rencontrent la plupart des structures wallonnes, ben c'est compliqué à mettre en priorité. Et puis il faut avoir quelqu'un, il faut avoir cet animateur pendant 16 heures. Ça veut dire que soit on déplace quelqu'un en interne, soit on engage quelqu'un. Ce sont des frais importants, on sait, le poste salarial est un poste budgétaire important. Donc le réseau des Open de Wallonie a bénéficié en 2005 et 2007 lors de la création des premiers EPN, d'appels à projets avec des subsides, et bien il n'y en a plus depuis. Voilà. Alors il n'y en a plus depuis parce qu'on n'a jamais été dans la priorité des différents cabinets ministériels. Je l'ai dit tout à l'heure en préambule, les choses changent. Donc aujourd'hui, on a l'oreille des ministres, mais la crise sanitaire est passée par là, donc il y a eu un énorme effet loupe, donc il y a une espèce d'urgence. Alors j'espère que tout ça va changer, mais c'est vrai que si on n'a pas un EPN par commune, c'est parce que, voilà, essentiellement, ouvrir un EPN, c'est ouvrir ça en fonds propres, et c'est parfois c'est compliqué. Parfois aussi, ça ne répond pas tout de suite à une demande du public, c'est-à-dire que le public ne se manifeste pas sur une commune pour dire qu'ils ont besoin d'un lieu d'accès, d'accompagnement. Et parfois aussi, il existe d'autres opérateurs sur le terrain qui font une partie du travail que fait un EPN, voilà. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une commune sur deux qui ne dispose pas d'un EPN. On sait aujourd'hui que sur 90% de ces communes sur deux qui ne disposent pas d'un EPN, il n'y a aucune structure qui prend en charge le public. Donc voilà, ça fait partie aussi de la problématique. Alors, on a 163 EPN, c'est quand même déjà un beau réseau. On a 270 personnes qui travaillent dedans, donc des porteurs de projets et des animateurs. Un EPN en moyenne ouvre sur le réseau de 20 à 24 heures, 24 heures par semaine. Donc c'est un gros mi-temps, on va dire. Donc les EPN sont ouverts à mi-temps, sont à dispo pour le public la moitié du temps. Mais on a 250 000 accès, par exemple, pour 2019. Donc on a 250 000 personnes qui ont poussé la porte à un moment donné d'un EPN. Ce sont des chiffres qui sont en très nette progression. Et c'est pour montrer que ça répond évidemment à une urgence, en tout cas à des questions par rapport à ça. Alors, le réseau des EPN de Wallonie, c'est très important. Derrière, on a tout un ensemble de structures. Et j'aime bien expliquer que le réseau, le politique, il croit que le réseau, il est lisse, que c'est des beaux lieux magnifiques avec une belle plaque, les mêmes ordinateurs, et que les animateurs sont super bien payés, et qu'ils font tous la même chose, et qu'on peut les activer comme on veut. Pas de chance, c'est tout le contraire, donc ils sont souvent très mal payés. Le matériel, il y a plein de matériels différents, il y a des OS, donc des systèmes différents, certains utilisent des portables, d'autres, la majorité des fixes, certains sont encore en Windows XP pour vous dire, enfin bon, parce que le poste équipement aussi est très important en EPN. Donc voilà, c'est un réseau qui est très hétérogène, et j'aime bien le présenter sous la forme d'un 4 quarts aussi. Parce qu'on retrouve un quart des EPN comme des purs services communaux, donc un service communal, comme un service population, urbanisme, ce genre de choses. On a un quart en bibliothèque, donc en lecture publique. Alors je sais que les bibliothèques peuvent être aussi un service communal, mais c'était juste pour les distinguer. Donc on a un quart vraiment en lecture publique, on a un quart en pure action sociale, donc lié à soit essentiellement des CPS ou à des plans de cohésion sociale au sein de la commune. Et on a un quart en secteur associatif, donc sous forme ASBL. Alors, ces quatre quarts en plus sont partagés avec des publics spécifiques et des spécificités évidemment en termes de territoire sur lequel ils sont. S'ils sont en zone urbaine, donc dans une ville, la demande et le public est très différent d'une zone complètement rurale. Et parfois, certains territoires se voient hérité d'un public qui est strictement senior, alors que évidemment un Infor jeune dans le sud de la province de Namur, par exemple, va donner une priorité comme une maison de jeunes à un public évidemment essentiellement adolescent ou jeune adulte. Donc voilà, les EPN ont des spécificités en termes de territoire, des spécificités en termes de public, et liées aussi à leurs subsides, à leur hiérarchie, et ainsi de suite. Donc c'est compliqué aussi, c'est un réseau qui est compliqué à coordonner, et qui a des actions qui partent dans tous les sens, puisqu'ils ont évidemment des zones de territoire différentes et des publics très différents. Alors,
on a aussi des animateurs qui sont des personnes qui sont souvent très très motivées à utiliser le numérique comme outil de médiation, à transmettre, à rassurer, mais qui n'ont pas toujours toutes les facilités du monde à toucher les publics. Donc évidemment, on les encourage à créer du partenariat en local, bien sûr, ça c'est une des toutes premières choses, et on les forme. Donc on a aussi des webinaires. Alors, cette année est un peu particulière pour nous parce qu'on a aussi des problèmes avec notre subvention, mais on a aussi 10, 12, 15 jours voilà, de webinaires, enfin, c'est pas des journées, mais des webinaires 15 fois 1 heure ou 15 fois 2 heures sur des thématiques techniques, pédagogiques et de sensibilisation à des différents publics, sur l'actualité aussi de l'inclusion numérique, ce genre de choses. Voilà, ça c'est quelque chose que nous offrons au réseau, c'est quelque chose que nous pouvons aussi ouvrir à d'autres opérateurs. Voilà, pour le réseau des EPN de Wallonie. Alors, à la question, est-ce que le réseau des EPN de Wallonie est essentiel dans la lutte contre la fracture numérique? Oui, très clairement. Sans ce réseau, je pense que la situation serait encore plus dramatique qu'elle ne l'est. Mais est-ce que le réseau des EPN de Wallonie est l'outil privilégié pour lutter contre la fracture numérique des publics fragilisés? Ben non, ou très partiellement. Ben, vous venez de l'entendre, il y a un quart du réseau qui sont des purs acteurs sociaux, donc ils sont en lien avec les publics éloignés, les publics les plus fragiles. Mais clairement, le quart bibliothèque, par exemple, ne touche quasi pas ce type de public. On est d'accord, pour quelqu'un qui est en difficulté alpha en matière 1 par rapport à la lecture ou l'écriture, ou qui a eu dans son parcours de vie des problèmes avec la formation avec son parcours scolaire, ne va pas pousser les portes facilement d'une bibliothèque qui représente évidemment un peu tout le contraire de ce qu'il a envie de voir par rapport à ça. Pareil avec un service communal pur, qui peut représenter une forme d'autorité, de hiérarchie vers un public fragilisé. Et donc, c'est surtout le secteur associatif et les acteurs sociaux qui vont toucher les publics fragilisés, ce qui réduit déjà les potentialités du réseau des EPN à la moitié, à 50%. Donc, l'environnement numérique est compliqué, le réseau des EPN de Wallonie est hétérogène, la moitié seulement peuvent toucher potentiellement ce type de public. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions autour, déjà, j'en ai parlé en introduction. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a d'autres opérateurs qui prennent en charge aujourd'hui tout le travail qui se fait là complètement autour du numérique. Et donc, on a le secteur de l'éducation permanente, hein, je pense évidemment au CISP, mais il y a les MIR aussi. Enfin bon, il y a tout un ensemble d'acteurs qui font déjà ce travail, mais où il faut former aussi les intervenants et les travailleurs qui sont dedans. On a le secteur associatif où il y a énormément de choses qui se passent, mais une fois de plus, le secteur associatif, il faut pouvoir l'équiper, il faut pouvoir le former, ils ne sont pas tous prêts. Et donc, il y a du travail. Alors, André a parlé de PMTIC, qui est un autre dispositif avec des opérateurs aussi de terrain, le plan mobilisateur OTIC, avec aussi 70-80 opérateurs sous le terrain qui s'adressent aujourd'hui essentiellement aux demandeurs d'emploi, mais qui va évoluer, qui va s'ouvrir avec une offre en formation aux compétences numériques de base. Si vous avez l'occasion d'aller voir pmtic.net, vous tomberez sur ce site avec tous ces modules d'apprentissage. C'est quelque chose aussi, voilà, c'est un dispositif qui lutte aussi contre la fracture numérique. Alors, dans les pistes qui ont été évoquées, il y a un nouveau site qui se met en place au niveau belge, calqué aussi sur un modèle français, c'est le site 123 Digit. Donc, les chiffres 1, 2, 3, et puis DIGIT, digit.be, qui est un site voilà, belge qui est monté par l'association Witteker, qui vient de France, la Fondation Roi-Baudouin, qui permet aujourd'hui de soutenir ce qu'on appelle les aidants numériques. Alors ça, c'est une autre possibilité de solution, en plus des EPN et de PMTIC, et des opérateurs de terrain, des acteurs sociaux et tout, c'est d'identifier aujourd'hui tout un tas de personnes qui travaillent en première ligne avec du public éloigné, du public fragilisé, des bénévoles, des travailleurs sociaux, tout ce qu'on peut imaginer, et de leur donner des outils de diagnostic voilà, numérique pour savoir aller au-delà du déclaratif, comme le disait André, de pouvoir mesurer, entre guillemets, hein, de voir un peu où la personne en est,
et de pouvoir l'intégrer dans des modules de base pour lui donner confiance. La confiance, c'est quelque chose qui est primordial, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'appropriation du numérique. Ça se construit par étage, et c'est ce qui permet à un moment donné d'accéder à des niveaux de compétences supérieurs. Et donc, on a un projet européen à Technofutur qui est lié au dispositif des EPN de Wallonie, en collaboration avec la Fondation Roi-Baudouin, Whittaker Belgique, sur ce site 123 Digit, qui va permettre de créer une première ligne d'aidants numériques. Donc le but en 2 ans est d'en créer 1000, donc d'identifier 1000 personnes en Flandre, dans la ville de Gand, en Wallonie, mais aussi sur la région des Hauts-de-France, qui est en zone rouge pour l'instant, donc c'est pas très facile. Mais de créer une ligne de 1000 aidants numériques, de personnes qui sont en amont des EPN, qui sont en lien direct avec ce public, qui ont leur confiance. Parce que c'est vrai que c'est un public qui est difficile à capter. Et ce qui fonctionne avec ce type de public, c'est la relation humaine. Donc à partir du moment où ils ont une personne de référence avec qui ça passe humainement, qui sont en confiance, à ce moment-là, on peut les accrocher. Et une institution, quelle qu'elle soit, de type bibliothèque ou autre, ou même un CPS, parfois peut rebuter et peut provoquer une rupture de confiance. Donc, on a imaginé que des aidants, donc des personnes et puis des lieux, pouvaient donner confiance. Et donc, on a entrepris ce travail, on a engagé quelqu'un qui a commencé hier, on est en pleine actualité, comme je vous l'ai dit. Et donc, pour la Wallonie, on va prendre notre voiture, on va prendre notre téléphone et on va téléphoner aux communes, se rendre sur place, questionner les structures et savoir, et puis prendre évidemment, questionner les différentes instances bassins en se disant, tiens, qu'est-ce que vous connaissez sur votre bassin, qu'est-ce qui se passe, qui sont les opérateurs aujourd'hui, quelles sont les structures qui accompagnent le public en matière du numérique. Donc c'est un gros travail d'identification, de cartographie et de fédérer des gens qui seront en première ligne. Donc ça va être un projet de 2 ans dont on aura l'occasion de reparler très bientôt avec vous. Donc tout ça sont des pistes qui se mettent en place. André a parlé de ce fameux plan aussi d'inclusion numérique pour tous les Wallons qui va être présenté, si pas cette semaine, la semaine prochaine, aux différents ministres et qui va aboutir à une série, en tout cas dedans il y a 14 ou 15 mesures très fortes. Je ne sais pas combien le ministre va en retenir, mais en tout cas je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, ça me paraît évident. Je vais terminer, parce que je vois que le temps passe vite, par les pratiques qui sont mises en œuvre en EPN pour essayer de toucher du public fragilisé. Alors, globalement, les espaces publics numériques s'adressent à un public très large et donc donnent moins d'ateliers spécifiques à des publics fragilisés. Certains, oui, les acteurs sociaux, bien sûr, certains du secteur associatif, mais globalement, l'essentiel du réseau s'adresse au tout public. On a une grosse majorité de publics seniors en EPN, donc voilà, et c'est difficile parce qu'un public fragilisé a besoin d'une pédagogie adaptée. Et d'outils adaptés aussi, donc c'est compliqué pour un EPN qui a en minorité ce type de public de s'adapter. Donc globalement, les EPN travaillent sur les compétences numériques de base, sur essentiellement de la bureautique, mais aussi sur le travail sur la photo, bien sûr. Ils sont très sensibles, les EPN travaillent beaucoup sur la couche éducation média, sur le sens critique, ce qui est très important par rapport à l'information qu'on trouve sur Internet. Et ce qui est important pour l'EPN aussi, c'est la mise en capacité assez rapide du public qui vient. On le sait aujourd'hui, un public en EPN revient maximum 5 fois par an en EPN, c'est peu, mais parce qu'un EPN a cette mission de mettre en capacité rapidement et puis ensuite d'orienter vers d'autres dispositifs, soit de formation, soit autre chose, pour que la personne puisse faire son parcours. L'EPN n'est qu'une partie, n'est qu'un maillon finalement de tout ça. Alors, par rapport au public fragilisé, les pistes, alors, ce matin, en réfléchissant à mon intervention et les derniers jours, je repensais à ce public qu'on appelle toujours les needs, et que vous connaissez en tout cas dans les différents bassins, parce que je me rappelle que vous envoyiez à l'époque une newsletter qui s'appelait Needs Letter, si je me rappelle bien, si ma mémoire est bonne, et que vous aviez énormément d'actions qui étaient réalisées vers le public des jeunes. Et je trouve ça formidable, si vous aviez une actualité qui était super costaude. Et donc, on a lancé avec Microsoft, comme partenaire privé, on s'est dit, tiens, c'était en 2014-2015, les needs, je suis désolé de le dire, étaient à la mode, ça allait un peu moins maintenant, politiquement.
Et les NEET, ce sont ces fameux jeunes, donc de 16, 24, ça dépend un peu de la définition, qui disparaissent des radars. Donc NEET, ça veut dire Not in Employment, Education, Training. Donc on ne le retrouve pas dans les secteurs, dans le secteur de la formation, dans les parcours de formation. Ils ne sont plus dans un parcours scolaire et ils ne sont pas à l'emploi. Ils ont disparu, je ne sais pas où ils sont. Les chiffres étaient hyper impressionnants, ils le sont toujours, hein, ils n'ont pas bougé. Il y a même des chercheurs qui appelaient ça, ils sont dans la forêt de Sherwood, hein, si vous vous rappelez l'histoire avec Robin des Bois, tout ça, c'est-à-dire qu'ils ont disparu des radars, il y avait un désaveu des parcours usuels, voilà, classiques, et donc on les a appelés comme ça, et il y a eu des appels à projets qui ont été créés. Et donc dans les appels à projets, on a travaillé avec ce public, avec des EPN en expérience pilote, et on s'est très vite rendu compte que c'était très compliqué de les avoir. Et juste pour vous raconter une anecdote par rapport à ce type de public, des jeunes éloignés d'Internet et globalement de milieux défavorisés, c'est que un des EPN s'est dit « Ah, moi je vais utiliser le smartphone comme porte d'entrée pour les amener à venir, et puis se dire qu'avec les smartphones, ben, on va montrer qu'on peut faire des choses un peu plus professionnelles que d'aller sur des réseaux sociaux, de valoriser du territoire, n'importe quoi. Enfin bref, il y avait tout un tas d'idées. Et ils se sont dit, oh, on va faire des affiches super sexy, et ils sont pas venus. Bon. Et puis ils ont réfléchi, ils se sont dit, bon, ils viennent pas, le smartphone tout seul, oh, bon, voilà, on va leur en offrir un. Et donc, si vous imaginez la difficulté, hein, dans une commune, de faire le marché public, de se dire au collège communal, on va acheter des smartphones pour les distribuer à des jeunes de secteurs défavorisés. Enfin, c'est compliqué déjà à mettre en place, mais ils l'ont fait. Ils ont acheté des téléphones, mais évidemment de bas prix, hein, donc des téléphones chinois, j'imagine. Et puis les premiers jeunes sont arrivés et puis ils se sont dit, ah, c'est ici que vous offrez des smartphones. Ah oui, oui, mais tu pourras en avoir un si tu suis ce parcours de formation, que tu nous donnes notre avis et qu'on t'amène à te montrer ce que tu peux faire avec. Et les jeunes ont regardé les smartphones, ils ont dit, oh, c'est quoi ça? Ce ne sont pas des iPhones, c'est pas Samsung, je sais pas. Ils sont pas restés, ils sont partis. Même chose avec les jeux vidéo, hein, donc on a essayé d'utiliser les jeux vidéo pour les initier au code, à l'algorithmique, on a essayé d'utiliser les robots. Et c'est un public, tout comme pour les PMTIC, c'est un public qui est très difficile à garder en formation, c'est-à-dire qu'ils viennent parfois par curiosité, parce qu'on les a conseillés, parce qu'ils se disent tiens c'est peut-être une opportunité, il reste une demi-journée ou maximum 2, et puis ils s'en vont, on ne les retrouve plus pour plein de raisons. Donc l'expérience NEETS pour nous a été un échec, hein, donc on n'a pas renouvelé, on est resté à l'expérience pilote. Et voilà, donc les EPN aujourd'hui tentent encore des pratiques pour toucher ce genre de public, essentiellement sur base des smartphones. En France aussi, Emmaüs Connect, le fameux réseau Emmaüs, utilise ce qu'on appelle le coffre-fort numérique pour pouvoir stocker les mots de passe essentiels, le service essentiel, ce genre de choses. Tout ça sur des applications très simples. Ici, en EPN, pour toucher ce public, ben, c'est quelque chose qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser au maximum le smartphone qui est mis en évidence dans le baromètre de l'ADN, mais aussi dans le baromètre de l'inclusion numérique de la Fondation Roy-Baudouin, parce que souvent le smartphone est la seule porte d'entrée au numérique pour grand nombre de gens et surtout grand nombre de jeunes. Voilà. Mais voilà, c'est compliqué. C'est moi, Monsieur Blanchard, oui. Je me permets de vous couper parce qu'au niveau timing, malheureusement, il faut avancer et on a vraiment beaucoup de questions intéressantes sur le chat. Voilà. Malheureusement, on n'aura pas le temps, je pense, de toutes les poser, donc je redonne la parole à Alexandra pour quelques questions. Merci. Je vous en prie. Voilà, un grand merci en tout cas Monsieur Blanchard. Donc comme le disait ma collègue, on a énormément de réactions. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais finalement, quelles solutions concrètes, quelles pistes concrètes il y a. Et c'est vrai que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail par rapport à ça. On va voir un petit peu comment on peut répondre aux différentes questions. J'en ai sélectionné quelques-unes, un petit peu plus particulières. Alors, une première question, c'était de savoir, par rapport aux formations PMTIC, un participant demandait si les conditions d'accès aux formations PMTIC vont être revues, notamment dans le plan d'inclusion numérique de la région wallonne. Oui. Bien sûr, oui, on ne peut pas en parler. Et André pourrait répondre aussi. Mais top secret, c'est parce que le ministre doit avoir évidemment la première vue là-dessus. Mais oui, bien sûr, ça va être revu et corrigé. Enfin voilà.
André, si tu veux. Oui, je ne sais pas si je passe sur le système, mais Oui. je dirais volontiers que je serai un tout petit peu moins catégorique que toi, étant quand même prudent par rapport au comportement de nos autorités politiques ça ne fait quand même l'ombre d'un doute pour personne, qui ont énormément d'occasions de dépenser de l'argent ces derniers temps pour de multiples bonnes causes. Et donc, je ne suis pas certain. Effectivement, il y a une demande dans le plan, je vais dire, qui est proposé d'élargir un peu ces questions, mais je crois que ce qui sera important, c'est d'élargir les opportunités de formation et je dis parfois plus que de formation, d'initiation, d'information, de prise en charge de multiples publics autres que ceux exclusivement dédiés au PMTIC, donc qui étaient fondamentalement les demandeurs d'emploi. Mais en réalité, l'ensemble de la population a besoin de formation numérique, en tout cas une portion très large de la population, et on doit développer, effectivement, c'est l'ambition de ce plan, développer une stratégie qui soit plus large pour aborder cette problématique. Alors, est-ce que cela se concrétisera en disant, par exemple, ça pourrait être une solution, OK, les formations PMTIC sont accessibles à d'autres, c'est une possibilité, ce n'est pas la seule. Et donc, au point où nous en sommes, c'est hasardeux que d'annoncer quoi que ce soit dans ce domaine-là. En tout cas, très clairement, la question est vraiment sur la table et nous défendrons effectivement, c'est bien l'objectif au moment de présenter ce plan, nous défendrons l'idée qu'il faut avoir une ouverture à des dispositifs de formation qui soient plus larges. Dispositifs qui doivent être eux-mêmes peu ou prou soutenu. C'est clair que le dispositif PMTIC, le mécanisme consistait à financer des heures de formation pour des personnes, donc c'était vraiment à leur personne que c'était financé, ce qui n'est pas du tout le cas au niveau des EPN, où les financements, pour autant qu'ils existent, je vais dire, sont très ponctuels, sont dans le cadre de projets, et donc ces questions-là doivent être résolues pour pouvoir avancer là-dedans. Je ne m'engagerai pas, et connaissant un peu les réactions possibles du monde politique, je ne suis pas certain qu'ils vont se lancer dans un financement à leur personne pour des catégories nettement plus larges de population. Donc, soyons mitigés, désolé d'être un peu rabat-joie, mais je veux dire, il vaut mieux pas se donner des idées qui se révéleraient fausses après. Maintenant, si ça se passe, tant mieux, hein, je serai le premier à m'en réjouir. Merci en tout cas à nos deux orateurs qui ont pu recadrer l'ensemble de la problématique. Je ne vais évidemment pas faire un résumé. Je pense qu'il nous manquera à très court terme, mais ça va être régularisé par les réponses qui seront fournies par la suite, toute la richesse des questions qui n'ont pas pu être mises en ligne en direct en tout cas. Je me permettrai simplement de relever peut-être 4 défis. 4 défis, c'est-à-dire, dans ma conception, c'est une relance du débat et une poursuite du débat. Le premier que je reprends dans toute la richesse de ce qui a été dit, c'est le concept de compétences numériques. Je trouve que l'on a beaucoup parlé d'émancipation technique, comment est-ce qu'on acquiert des choses. Je trouve qu'il faudrait pouvoir aussi continuer sur l'émancipation sociale et comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre entre les deux. Deuxième défi, l'usage de l'outil. On a bien vu que l'on était beaucoup plus sur un usage passif que sur un usage de production. Et donc là, c'est un élément important, me semble-t-il, par rapport à la capacité de pouvoir faire évoluer et d'aider à ce que les populations, dont celles dont on parle, puissent évoluer dans le temps. Troisième défi,
Je trouve qu'on a beaucoup parlé d'accès de base, d'accès initial par l'école, mais si ça a été abordé, ce le fut quand même, à mon goût, trop légèrement. Cette évolution numérique est une révolution permanente. Et s'il y a 40 ou 50 ans, une technologie durait 20 ans avant d'être remplacée, ici, c'est 6 mois, 1 an peut-être. Et donc, toute la question de l'éducation permanente, pas au sens habituel du terme, mais l'éducation permanente dans le temps, en tout cas, devrait être également abordée. Les cycles de technologie sont de plus en plus courts. Et donc, comment éviter le décrochage, même des publics qui aujourd'hui sont, je vais dire, à la page de nos questions. Cela a été abordé, mais je trouve que ça mériterait en tout cas d'être beaucoup plus approfondi, surtout pour nos responsables politiques. Dernier élément qui est peut-être pour moi le plus important, public fragilisé. Je pense que nous devons sortir probablement d'un cliché, parce que je crois que par les intervenants que nous avons entendus, le public fragilisé ne correspond pas à un cliché qui est un public pauvre économiquement. Et donc cela signifie donc que l'on doit intégrer un public beaucoup plus diversifié en âge, en strate sociale, en situation d'emploi, de non-emploi et ainsi de suite. Et un élément qui, moi, m'a frappé quand même dans tout le débat, je trouve qu'on avait la prédominance de l'angle de la responsabilité de la personne par rapport aux administrations et par rapport à l'entreprise. J'ai l'impression que l'on a tendance à aborder la question du numérique comme étant, c'est quand même la responsabilité uniquement de l'individu de s'en sortir, de faire des efforts, d'acquérir une série de choses. J'avais un peu l'impression de revoir le débat sur l'accompagnement adapté des demandeurs d'emploi, où c'est au demandeur d'emploi de trouver la solution à son emploi et pas à d'autres en tant que tel. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie de reprendre le concept abordé par un de nos deux interlocuteurs, cette culture du numérique. Cette culture du numérique, elle a été abordée sous l'angle de l'école. Je crois que très concrètement, il y en a bien d'autres qu'à l'école qui doivent se mettre en cause sur cette culture du numérique. Et nous devons approfondir quand même le concept d'électronisme ou d'illettrisme numérique. Il ne suffit pas de savoir appuyer sur des touches d'ordinateur ou de smartphone pour être en capacité effectivement de comprendre ce que l'on fait. Cela implique, et j'imagine que ça a dû quand même beaucoup se retrouver dans les questions que nous n'avons pas pu aborder, des pédagogies pour les opérateurs qui doivent être adaptées. Question bien évidemment, c'est le manque de moyens également pour ces opérateurs. Il ne suffit pas, comme dans certains gros parastatos, de recevoir des portables pour dire qu'on a résolu le problème. Et donc, en la matière, il y a des questions dans le fameux plan numérique qui doit pouvoir être abordé par nos responsables politiques. Mais d'un autre côté, quand je disais que l'on attaquait sous l'angle de la responsabilité de la personne, à aucun moment nous avons attaqué le problème sous l'angle de la responsabilité des entreprises et des administrations publiques. Je pense que croire que tout le monde va acquérir une connaissance et une émancipation sur l'ensemble du domaine sans qu'il y ait une réflexion sur la notion de simplification administrative pour que notre société soit compréhensible par les bénéficiaires, c'est-à-dire la population, je pense que c'est se tromper, c'est courir après un lièvre qui va trop vite aujourd'hui. À un moment donné, il faut pouvoir se remettre en question aussi, tant au niveau des entreprises qu'au niveau des administrations. Je terminerai simplement par une question que certains vont peut-être qualifier de philosophique, mais est-ce que dans tout ce débat entre l'outil et la personne, est-ce qu'il est possible d'avoir un débat sur l'empathie numérique? Est-ce un concept possible? C'est-à-dire, est-ce que le numérique peut faire en sorte que nous conservions quand même des relations humaines,
que ces relations humaines servent la personne avant l'institution, ou bien cette empathie numérique, c'est simplement antinomique. Je pense que nous avons besoin de sens, tant dans nos travaux à nous, en tant que responsables d'organisations, d'opérateurs et autres, mais nous avons aussi besoin de construire le sens avec ceux qui côtoient nos institutions. Et j'en terminerai par ces éléments-là en termes de relance ultérieure à pouvoir construire ensemble.